Qu'est-ce que c'est? Bartok, drôle de nom. Qui est-ce? Laisse Trondre t'expliquer. C'est la maîtresse de Kevin, n'est-ce pas? Oui. Dis-moi, Beaumasson, est-ce que cette charmante maîtresse est toi? Non. Elle était comme ça depuis quelques jours. Capable d'interroger Antonio à l'heure où Kevin étant couché depuis longtemps, on éteignait les lumières, on fermait la maison. Parce que je serai vieille, Antonio, et si nous sommes encore ensemble, tu m'avertiras quand je me mettrai à déconner? Tu sais, à raconter 2 fois la même histoire, ennuyer le monde avec des problèmes stupides et des maladies inventées. Alors, je serai ainsi, Antonio, je le sens. C'est entendu. Je m'en souviendrai. Il était d'usage le samedi matin, si le chantier ne pressait pas, qu'ils allaient faire tous deux des courses au supermarché, profitant de ce que Kevin eut école. Ce jour-là, cependant, elle lui avait demandé de la laisser à l'autre bout de la ville. Elle avait rendez-vous chez le docteur. Une affaire de femme, avait-elle dit, en lui tapotant le genou. Elle arborait encore une fois cette expression particulière, tellement sérieuse, qui était destinée à le faire sourire, lui, et lui seul. Personne d'autre ne pouvait comprendre. Il irait au supermarché sans elle, elle avait fait une liste. Il l'avait rejoint au moment exact où celle-ci sortait du cabinet du docteur. Elle avait pris une blonde, et sans l'allumer, elle l'avait aussitôt jetée par la vitre. Antonio, je ne sais pas comment t'annoncer ça. C'est merveilleux et en même temps inattendu. Je suis enceinte. Mademoiselle Chambon aurait voulu ne pas s'appeler Véronique, mais Élise, ou Lise, ou Laure, et ce dernier lui paraissait le mieux choisi. Elle tenait un journal intime. Un jour, elle passa le pas, elle écrivit à Laure et trouva à qui parler. Laure naquit donc un 23 février. C'était l'après-midi d'un samedi, dans le petit studio de la rue du docteur Farny, à peu près au tiers d'un fort cahier à carreaux posé sur les genoux de Véronique. Ma bien chère Laure, il faut que je te fasse une confidence, je n'aime pas Véronique Chambon. Je crois que je ne l'ai jamais aimée. Pas seulement son prénom, tout ce qui va avec, tu comprends? Dans le même moment qu'elle s'étonnait de la force avec laquelle elle pouvait raconter n'importe quoi, elle envisagea clairement, et pour les besoins de la cause, d'être capable de pire. Mais bon, il était venu. Il avait demandé à Kevin de l'attendre dans la voiture. Il avait gravi l'escalier refait à neuf, au crépi ocre. Il avait touché à sa suite la rambarde restée d'origine, au bois poli, usé. Il regardait le violon dans son étui. Le violon muet à côté. Les livres en pied et les murs clairs. Non, il ne voulait pas de vin. Il examinait à présent la fenêtre. Vous feriez mieux d'appeler une entreprise, mademoiselle. Vous aurez au moins de vie. Antonio? Vous permettez que je vous appelle Antonio? Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas à quel point c'est difficile de faire appel à une entreprise que vous ne connaissez pas. Cela peut paraître stupide. C'est une histoire de confiance, peut-être aussi de timidité de ma part. Et puis ce serait le moyen pour vous d'avoir un peu d'argent au noir. Je vous préviens, ça va être un coût moins de 3000 balles. C'est pas la main d'œuvre, je la compte au plus bas. C'est la fenêtre hors mesure. Peut-être un peu moins au fond. On a une réduction au magasin de matériaux. Avec un peu de chance, on pourrait la faire passer là-dessus.
Quand ils furent partis, elle s'empara bravement de la bouteille de vin et en but une rasade à même le goulot. 3000 balles? Ce n'est rien. J'emprunterai. Et stop de se mentir. Cette fois, c'est clair. Je suis amoureuse. Anne-Marie pointait à 8h30, quittait à 12h, reprenait à 13h30 pour sortir à 16h45, 5 jours sur 7. Elle gagnait 6 000 francs par mois, elle trouvait qu'elle avait de la chance. L'atelier de la maroquinerie, la manufacture, ainsi qu'on l'appelait ici, donnait sur la même placette que le porche de l'église. Quand un rayon de soleil traversait les petites vitres salies et situées en hauteur pour éviter de distraire, on en voyait qui levaient la tête de leur métier. Ensuite, elles revenaient à leur découpe en soupirant. Une fois, quelques années auparavant, l'une d'elles avait explosé. Henriette, 47 ans, 3e machine à partir de l'entrée. Sur une remarque du contremaître pour une surpiqûre peu soignée, elle lui avait demandé « Tu te fous de moi ?» Personne n'avait jamais ainsi parlé au contremaître quand vous soyez. D'un bout à l'autre de l'atelier, on avait entendu le rythme des moteurs décroître. « J'aurai bientôt 30 ans de boîte !» continua Henriette, et sa voix montait dans le temps dans le ralenti de l'atelier. « 30 ans que du matin au soir je pique des rabais, des courroies. Regarde mes mains !» Elle s'était levée, les agitait devant l'homme comme si elle allait lui flanquer à la figure. « Regarde ces mains à qui je dois donner le bain le soir quand je rentre, tellement elles me font mal. Ces mains qui me réveillent dans le sommeil parce qu'elles continuent sans moi de tirer le fil et de plaquer la pièce. » Quelqu'un au fond avait crié « Vas-y !» D'autres ouvrières avaient quitté leur table. 30 ans, répétait Henriette, à faire attention d'être à l'heure, à ne pas gâcher les pots, à économiser en prévision des vacances. T'as des enfants? 3, avait fait en reculant le contremaître. Les ouvrières à présent formaient bloc derrière Henriette. Alors c'est toi qu'on appelait depuis l'école quand l'un d'eux tombait malade et qu'il fallait l'amener en catastrophe chez le médecin, hein? C'est toi qui te réveillais la nuit quand il criait? Et puis les heures supplémentaires pour combler les absences. Ça m'est arrivé, se défendait-il, et il ne mentait pas. Foutaise! Henriette, à présent, disait le fond des hommes et le sort qu'ils réservent à leurs femmes. Lorsqu'ils rentrent chez eux, vérifient d'un doigt négligent si la poussière a été faite, s'installent à table et si on n'a pas eu le temps d'effectuer les courses, claquent la porte et vont au restaurant. Et tu me reproches une surpiqûre? Ça avait été un beau charivari. Elle n'avait pas touché aux travaux tour de respect pour ça, mais elle s'était mise à chanter, à danser follement dans les travées, en lançant en l'air comme au carnaval des pièces de cuir qui retombaient sur les métiers partout. À la fin, juché sur une table, au contremaître, réfugié dans le bureau en compagnie du comptable, Henriette avait montré son cul. Le lendemain, en arrivant à la manufacture, elles évitaient de se parler ou de se regarder. Il leur semblait avoir été témoins d'un fait particulièrement honteux, ainsi d'un lynchage. L'affaire, cependant, s'était arrêtée là et n'avait pas eu de suite. Le contremaître n'était pas celui qu'Henriette avait imaginé. Elles en conçurent toutes de l'estime pour lui. Et des années plus tard, de la même façon qu'elle pouvait devenir songeuse à la vision d'un rayon de soleil là-haut passant par le carreau sali, on en voyait qui bloquait soudain l'aiguille, le regard au-delà de l'empiècement, une sorte de sourire sauvage aux lèvres. On savait à quoi elle pensait.